Alors, pour le cours de mercredi 25 novembre, alors on va vraiment attaquer le nouveau chapitre de physique sur la mécanique des fluides par le chapitre grand 1. Le chapitre 0, c'était de la statique des fluides, donc des fluides fixes macroscopiquement, dans le référentiel d'études. Alors, en mécanique des fluides, on va s'intéresser à un écoulement de fluide, c'est-à-dire qu'on va observer un fluide qui se déplace dans le référentiel d'études. Par exemple, ici, si on s'intéresse au déplacement d'une rivière, avec ici, vous avez vu une chute, hein, ici des remous, des turbulences. Enfin, voilà, donc il faudra se donner des outils, des moyens, les plus précis possibles, pour pouvoir décrire ce déplacement, cet écoulement de fluide. Donc schématiquement, petit a, on commencera par une description cinématique. Description cinématique, c'est-à-dire qu'on va simplement décrire, observer l'écoulement de fluide, sans se préoccuper de ses causes, sans se préoccuper donc des actions, des forces qui peuvent s'exercer au sein du fluide. Ça, ce sera dans une deuxième partie. Donc petit a, les outils pour décrire un écoulement de fluide. Donc dans un référentiel, on n'oublie pas qu'on fait de la mécanique, donc dans un référentiel, bon, en général, nous, le référentiel terrestre, je modélise l'écoulement de fluide donc par voilà, cette petite rivière, si vous voulez. J'appelle M un point fixe du référentiel, une position du référentiel, et en ce point M, si il y a un écoulement de fluide, il y a donc une goutte de fluide, on dit une particule de fluide, une bulle de fluide, une bulle plutôt si c'est un gaz, une goutte plutôt si c'est un liquide. Il y a une goutte qui passe donc au point M à la date T. Cette goutte, on peut l'appeler P. P comme particule de fluide. Alors cette goutte, elle a un volume d'étau de l'ordre du micromètre cube, c'est toujours un volume mésoscopique, ça n'a pas changé, donc c'est toujours ponctuel à l'œil nu. Donc au niveau macroscopique, une goutte, c'est indécelable, ça nous apparaît comme un point. Mais si je fais un zoom de la goutte d'étau, dans la goutte d'étau, on sait très bien, on en a déjà parlé un petit peu la dernière fois, il y a un très très grand nombre de molécules, donc de particules microscopiques. Des molécules, des atomes. Donc, par exemple, dans l'air, il y a à peu près 2,5 10 puissance 7 molécules. Dans une goutte d'eau liquide, il y a à peu près 3,3 10 puissance 10 molécules. Donc un nombre gigantesque, effectivement, de particules microscopiques, avec entre elles, bien sûr, du vide. Bien. Alors, pour définir la vitesse de la goutte, eh bien, on va faire une moyenne spatiale. Donc, on va dire que le champ des vitesses de l'écoulement de fluide, en m à la date t, c'est égal à la vitesse de la goutte P à la date t, car effectivement, c'est bien la goutte P qui occupe le petit volume d'étau en m à la date t. Et le champ des vitesses en m à la date t, eh bien, c'est la moyenne spatiale de toutes les vitesses VI dans le volume d'étau, c'est-à-dire 1 sur grand N, somme de I égale 1 grand N des VI de t, où VI de t est la vitesse microscopique de la particule microscopique I. Alors bien sûr, VI de t, ça varie dans le temps, c'est très chaotique, il y a des chocs, de l'agitation thermique. Ne vous inquiétez pas, ça c'est juste une définition, on n'aura jamais ce calcul à faire. C'est juste pour bien comprendre ce que va représenter le champ des vitesses. Donc le champ des vitesses, c'est un champ vectoriel, en mètres par seconde, hein, donc qui pourra fluctuer dans l'espace et dans le temps. Et c'est un champ vectoriel, donc qui aura une valeur a priori différente en tout point m de l'espace, et puis à toute date t. Mais c'est fondamentalement la vitesse de la goutte P qui se trouve en M à la date T, donc qui occupe le petit volume d'étau ponctuel à l'œil nu, qui occupe le point M à la date T. Mais cette goutte contient un très très grand nombre de molécules ou d'atomes et on fait une moyenne spatiale. Voilà comment on va définir le champ des vitesses, qui est un champ vectoriel, un outil très important en mécanique des fluides. Alors, deuxième outil, le champ scalaire qu'on appellera le champ des masses volumiques. Alors cette goutte qui occupe le volume d'étau donc à la date T, eh bien elle a une masse, delta M, une petite masse. Et cette masse, c'est la somme des MI, donc c'est la somme des masses de toutes les molécules microscopiques qui constituent cette goutte. Donc c'est la masse de la goutte. Eh bien si je divise la masse de la goutte par le volume de la goutte, j'ai donc la masse volumique de la goutte, mu indice P, qu'on appelle aussi le champ des masses volumiques en M à la date T. Donc ça c'est un champ scalaire, en kg mètre moins 3, qui va donc nous donner une indication, une information sur la masse volumique du fluide en M à la date T. Et donc le champ des masses volumiques en M à la date T, c'est tout simplement la masse volumique de la goutte P qui se trouve en M à la date T. Alors attention, hein, au point M au cours du temps, ce ne sera jamais la même goutte, puisque tout ça, ça bouge. Et puis, et si je change, et en un point M et un autre point M' à côté, à la même date T, j'ai pas forcément la même masse volumique. Je peux avoir une goutte d'huile, une goutte d'eau, par exemple, dans un même écoulement. L'écoulement n'est pas forcément homogène. Donc c'est vraiment un champ scalaire qui va me donner beaucoup d'informations. On retiendra donc
deux champs importants pour décrire un écoulement de fluide. Le champ vectoriel qu'on appelle le champ des vitesses, qui nous donne donc le vecteur vitesse en m à la date t dans l'écoulement. Donc fondamentalement, c'est la vitesse de la goutte de fluide qui occupe le point m à la date t, donc qui occupe un petit élément de volume d'étau de l'ordre du micromètre cube ponctuel à l'œil nu, qui contient un très très grand nombre de particules microscopiques. Donc le champ des vitesses en m à la date t, c'est une moyenne spatiale sur les vitesses des particules microscopiques qui occupent le volume d'étau, donc le volume de la goutte. Le champ des masses volumiques, c'est tout simplement, effectivement, la masse volumique de la goutte qui occupe le volume d'étau, donc le point M à la date T. Alors concernant donc ce champ des masses volumiques, alors dans les liquides, notamment l'eau liquide, qui va beaucoup nous préoccuper en mécanique des fluides, on dira que c'est un liquide qui est homogène et incompressible. Ça veut dire qu'on ne peut pas modifier le volume d'une goutte d'eau. Alors je vous rappelle qu'une goutte, en fait, c'est un système fermé, hein. Elle a une masse delta M qui ne changera pas, donc des particules microscopiques qui ne changent pas, donc c'est un système qui est fermé, mais son volume peut éventuellement être modifié. Eh bien, dans un liquide, on va considérer que le volume des gouttes, on ne peut pas le changer. Alors on pourra les déformer, évidemment, les aplatir, etc., mais fondamentalement, le volume total, il ne changera pas. Alors, dans ce cas d'un liquide homogène et incompressible, le champ des masses volumiques, c'est une constante, quel que soit M, quel que soit T. Donc dans l'eau liquide, par exemple, c'est 1000 kg par mètre cube partout, tout le temps, sauf cas extrême, mais qu'on n'étudiera pas cette année, où on aurait des pressions gigantesques. Alors, la problématique pour le gaz est un peu différente, parce que le gaz, c'est compressible. Alors, un gaz homogène, mais a priori compressible. On pourra quand même considérer que son champ des masses volumiques est égal à une constante, quelle que soit M, quelle que soit T, notamment dans l'air, qui va beaucoup nous préoccuper en aéronautique, si le dénivelé, si le delta Z, il fait que quelques mètres. Alors pourquoi? Parce qu'on a vu que ce qui modifie la masse volumique de l'air, c'est la pression. Et la pression, elle varie avec l'altitude, ça c'est vrai. Mais il faut plus d'une centaine de mètres de dénivelé pour observer une variation de pression, donc une variation notable de la masse volumique de l'air. Donc si on est sur un écoulement d'air sur quelques mètres de dénivelé, de variation d'altitude, par exemple autour d'une aile d'avion, on pourra considérer que la masse volumique de l'air, elle varie pas, donc elle est quasiment constante. Et attention, ça se sera justifié plus tard, à condition que la vitesse des bulles reste très faible devant la vitesse du son, de 340 mètres par seconde, Mach 1. Alors ça a été effacé, mais en fait on dit que l'écoulement il est subsonique, donc il est en dessous de la vitesse du son. Donc attention, pour les écoulements d'air, il faut que la vitesse ne soit pas trop grande. Si la vitesse dépasse la vitesse du son, on est en écoulement supersonique, là on verra qu'on ne pourra pas négliger la variation de la masse volumique. Alors la masse volumique de l'air, je vous conseille vivement d'essayer de le retenir, c'est 1,2 kg m-3 à 20 degrés Celsius sous un bar. Donc en effet, c'est beaucoup plus faible évidemment que la masse volumique de l'eau liquide. Bien. Alors évidemment, maintenant qu'on s'est donné donc ces deux champs pour décrire un écoulement de fluide, le champ des vitesses et le champ des masses volumiques, eh bien graphiquement, visuellement, on va se donner des outils. Alors le premier outil, c'est la ligne de courant, LDC, qu'on dit aussi ligne de champ. Alors la ligne de courant dans un écoulement de fluide, c'est tout simplement la ligne de champ du champ des vitesses V. Donc les lignes de courant, ce sont les lignes de champ du champ vectoriel, champ des vitesses. Alors ça veut dire que si on accède à cette cartographie de lignes de champ, donc de lignes de courant, je vais vous expliquer comment on fait expérimentalement après, eh bien on aura un réseau de courbes. Donc un réseau de courbes, en photo on verra après à quoi elles correspondent. Voilà, on aura un réseau de courbes de ce type-là. Donc par exemple ici là vous avez un mur et un sol en béton, un mur en béton, vous avez un écoulement d'eau qui arrive sur le mur, et là vous avez un réseau de courbes qu'on appelle lignes de courant, donc les lignes de champ du champ des vitesses. Alors les lignes de champ d'un champ des vitesses, ce sont les courbes qui à une date t sont tangentes au vecteur, au champ des vitesses. Donc là partout vous avez les lignes de champ, donc les courbes qui sont tangentes au champ des vitesses. En dessous, vous avez la même chose, un écoulement de fluide qui va de la droite vers la gauche et qui est perturbé par un obstacle de forme cylindrique ou sphérique, peu importe, là on est en 2 dimensions. Et vous avez le réseau de courbes qui correspond donc aux lignes de courant, aux lignes de champ, donc aux courbes tangentes, au vecteur champ des vitesses partout dans l'espace. Alors par exemple ici, si on a une voiture, et on a un écoulement d'air donc sur le dessus de la voiture, et là j'ai dessiné deux lignes de champ, donc deux courbes tangentes au vecteur champ des vitesses. Alors ces lignes de champ, concrètement, comment on va faire pour les obtenir expérimentalement? Eh bien, on va prendre des photos. Donc à une date t, on va prendre une photo avec un temps de pause de l'ordre d'un dixième de seconde. Et dans cet écoulement d'air, par exemple, pour une voiture ou d'eau liquide, on va mettre quelques petites paillettes, quelques petites poussières métalliques réfléchissantes.
Et donc, on travaille dans le noir complet, et quand on prend la photo, on envoie un flash lumineux puissant. Donc les petites poussières métalliques, elles vont réfléchir la lumière, mais sur 1/10 de seconde, le temps de pose de la photo, elles se seront un tout petit peu déplacées. Donc, on observera un tout petit trait lumineux pour la petite poussière. Alors les petits traits lumineux, mis bout à bout, vous allez voir sur les photos, vont se rejoindre, et ça va vous donner effectivement donc des petits morceaux qui sont tangents donc évidemment au champ des vitesses, puisque tangents au déplacement des petites poussières qui suivent les gouttes de fluide, et donc vous allez avoir quelques lignes de champ lumineuses. Alors en effet, c'est bien ce qu'on va observer sur les photos qui sont fournies ici. Alors par exemple ça a été réalisé, donc ça c'est un profil d'aile d'avion. On est dans une soufflerie, donc là on est dans le référentiel lié à l'aile d'avion qui est fixe, et on envoie avec une soufflerie un écoulement d'air de la gauche vers la droite. Et on a pris effectivement cette photo avec un temps de pause d'1/10 de seconde, et on arrive à déceler effectivement des courbes, alors des courbes brillantes, des courbes sombres. Donc là, vous avez la même chose en inclinant un petit peu plus le profil d'aile d'avion, donc on en parlera un peu plus tard. On commence à observer ici là, sur l'extrados au niveau du bord de fuite des petites choses qu'on appellera des turbulences. Si on continue à incliner effectivement le profil de l'aile d'avion, on voit que cette zone de turbulence, elle augmente. Si on l'incline encore, elle peut occuper tout l'extrados. Bon là, je vous cache pas qu'on voit un peu mieux au-dessus. Alors là, bien sûr, c'est turbulent, donc les lignes de champ, on a vraiment beaucoup de mal, elles sont très chaotiques, on a du mal à les déceler. Par contre, au-dessus, on voit assez bien effectivement ces courbes. On peut le faire aussi, bien sûr, en soufflerie sur des voitures. Alors ça, c'est un modèle historique, c'est la DS du général de Gaulle. Donc là, la voiture, elle est fixe en fait, on est dans le référentiel lié à la voiture, et on envoie dans une soufflerie, une grosse soufflerie, donc un flux d'air, avec des petites poussières métalliques, et en effet, avec le flash, on arrive à déceler les lignes de champ, donc les lignes de courant, et puis là, une zone de turbulence derrière la voiture. Alors pour pas faire de jaloux, chez Renault, on a fait la même chose, donc ça c'était la Renault Safran, alors là c'est le contraire, l'air il va de la droite vers la gauche, on a une petite zone de turbulence ici. Ça c'était la Super 5, avec une grosse zone de turbulence. Alors on expliquera pourquoi, il y a un problème d'aérodynamisme évidemment pour la Super 5 par rapport à la Safran. Ensuite on a les photos qui ont été prises, alors là c'est un écoulement d'eau liquide. On est dans le référentiel lié à un obstacle cylindrique solide fixe, et on a envoyé là aussi donc de l'eau liquide, donc là c'est de la gauche vers la droite, et on a pris des photos. Donc là par contre on voit très bien, alors évidemment ça marche mieux dans l'eau liquide que dans l'air, la technique. Là on voit très bien des courbes lumineuses qui correspondent aux lignes de courant, aux lignes de champ, et puis intercalées entre deux courbes lumineuses il y a des courbes sombres, donc comme ça on a vraiment un réseau important donc de lignes de courant, de lignes de champ dans cet écoulement d'eau. Donc là, on a la même chose. Alors on expliquera pourquoi il y a des modifications. Bon, je peux vous le dire, c'est que là, l'eau va un peu plus vite. On a augmenté la vitesse, le débit de l'eau. Là, on a une zone tourbillonnaire derrière l'obstacle. Si on augmente encore, là, on a une zone de turbulence, un petit peu comme sur l'extrados de l'aile d'avion. Alors bien sûr, à partir de ces photos, il y a des logiciels qui permettent donc d'idéaliser, et on obtient donc les réseaux de courbes. Donc ce réseau de courbes, il a été obtenu, si vous voulez, à partir de la photo qui est ici. Après, il y a des logiciels qui vont vous donner donc des réseaux de courbes idéalisés, schématiques, beaucoup plus clairs. Donc ça, c'est pour l'obstacle cylindrique, lorsque le déplacement d'eau liquide n'est pas trop rapide. Et là, vous avez la même chose lorsqu'on fait tourner le cylindre autour de son axe. On verra que ça perturbe les lignes de champ, les lignes de courant. C'est l'effet Magnus, on en parlera un petit peu plus tard. Alors bien sûr, après, pour les ailes d'avion, c'est pareil. À partir des photos qu'on a vues tout à l'heure sur le profil d'aile d'avion, on pourra observer donc des réseaux de courbes. Ce sont les petits traits blancs là, donc de lignes de champ idéalisées. Alors par contre, là, on a mis de la couleur là où c'était trop chaotique, donc les zones où c'est un peu turbulent, au niveau du bord d'attaque un petit peu, du bord de fuite, et plus c'est incliné, plus on voit les zones de turbulence qui augmentent. Mais on continue quand même à arriver à observer des lignes de champ, des lignes de courant. Donc, les lignes de champ du champ des vitesses, les lignes de courant, on a expliqué comment on pouvait les obtenir expérimentalement, ensuite avec des logiciels aussi, et on va donc pouvoir les utiliser pour décrire, pour avoir des informations sur l'écoulement de fluide, alors souvent autour d'un obstacle. Par exemple, l'obstacle, ça peut être une aile d'avion, une voiture, un cylindre comme on l'a vu. Autre notion importante, le tube de courant, TDC, tube de champ, du champ des vitesses. Alors un tube de courant, comme son nom l'indique, c'est un tube qui est constitué de lignes de champ.
Alors c'est pas forcément un cylindre droit, ce sera souvent le cas, mais pas toujours. Donc là, c'est en 3 dimensions, donc un tube de champ, hein. Là, je vous ai dessiné un tube de champ avec une section qui diminue. Donc les flèches indiquent toujours le sens de déplacement, évidemment, du fluide, des gouttes. Donc un tube de champ, c'est un tube, tout simplement, qui est tapissé, qui est constitué par des lignes de champ. Alors une notion qu'il ne faut pas confondre, la trajectoire d'une goutte. Alors attention, les lignes de champ et les trajectoires des gouttes sont souvent confondues. Ça, ce sera pour les écoulements qui seront stationnaires, donc c'est-à-dire les écoulements qui ne changeront pas dans le temps. Mais si l'écoulement n'est pas stationnaire, donc ça peut être le cas, quand vous prenez une cartographie des lignes de champ à une date T, une photo à une date T, quand vous prenez une photo à une autre date, vous pouvez très bien avoir une autre cartographie. Par exemple, si la voiture accélère, on n'aura pas la même cartographie de ligne de champ au début de l'accélération et en fin d'accélération. Donc, les cartographies de lignes de champ, elles ne sont pas figées dans le temps obligatoirement. Par contre, les trajectoires des gouttes, eh bien, c'est quelque chose qu'on va pouvoir obtenir en filmant sur une durée assez longue, hein, plusieurs secondes, voire plusieurs minutes, des gouttes. Donc quand on veut observer les trajectoires des gouttes, je dis bien les trajectoires des gouttes, là on est sur la durée, il va falloir prendre une caméra et filmer des gouttes colorées par exemple dans un écoulement de fluide. Par exemple on va mettre des gouttes, des petites gouttelettes rouges de colorant dans un écoulement d'eau liquide et on va filmer les trajectoires. Donc là, il faudrait vous montrer un film de plusieurs secondes, voire plusieurs minutes pour suivre ces gouttes. Alors essayez de retenir que les trajectoires des gouttes sont confondues avec les lignes de champ lorsque l'écoulement est stationnaire. Donc lorsque il n'y a pas de modification dans le temps de l'écoulement. On observe toujours la même chose au cours du temps quand on observe cet écoulement. Ça ne veut pas dire que l'écoulement est statique, hein, je n'ai pas dit ça, il n'est pas figé, mais on observe toujours la même chose. Par exemple, vous observez l'écoulement d'une rivière à côté de chez vous, et vous arrivez à 8 h le matin, vous revenez à 14 h l'après-midi, vous observez toujours la même chose. Donc ça, c'est un écoulement stationnaire. Et on pourra dire alors que la trajectoire des gouttes est confondue avec les lignes de champ du champ de vitesse. Par contre, si vous observez un torrent en crue, à 8 h le matin et à 14 h l'après-midi, vous n'observerez pas du tout la même chose. Donc là, clairement, les trajectoires des gouttes ne sont pas confondues avec les lignes de champ. Les lignes de champ, hein, c'est une notion instantanée. Il faut garder à l'esprit l'idée de photo. Pour avoir une cartographie des lignes de champ, on prend une photo. Clac. Si je prends une photo un peu plus tard, j'aurai pas forcément la même cartographie si l'écoulement n'est pas stationnaire. Si l'écoulement est stationnaire, j'aurai la même cartographie. Et à ce moment-là, les trajectoires des gouttes et les lignes de champ seront confondues. Bien, alors maintenant on va rentrer un peu plus dans le quantitatif. Un écoulement de fluide, c'est un déplacement de fluide. On déplace des gouttes. On déplace donc de la matière. On va donc s'intéresser non pas au déplacement de chaleur, ça c'était les transferts thermiques, non pas au déplacement global de particules microscopiques, ça c'était pour la diffusion de particules. Là on va s'intéresser à un déplacement macroscopique de masse de fluide ou de volume de fluide. Donc vous allez retrouver des choses quand même, vous allez retrouver des choses qu'on a déjà vues sur les phénomènes de transport. L'écoulement de fluide, la mécanique des fluides, c'est un phénomène de transport de masse de fluide ou de volume de fluide. Donc dans un référentiel, on va s'intéresser à une surface S fixe, matérialisée ou non, peu importe. On va la paramétrer comme on fait d'habitude, donc j'appelle ds un petit élément de surface de l'ordre du micromètre carré, ponctuel à l'œil nu, j'appelle m sa position, j'appelle ds son vecteur normal, donc perpendiculaire à la surface au point M, et orienté dans un sens conventionnel positif, ce que j'ai choisi. Et au point M, donc j'ai un champ des vitesses, c'est-à-dire qu'au point M, j'ai une goutte de fluide qui passe, qui traverse, dont la vitesse sera le champ des vitesses en M à la date t. Et bien sûr, je considère que c'est valable partout, là je suis dans un écoulement de fluide. On essaiera donc d'exprimer delta M indice ds, qui est algébrique, la masse de fluide qui traverse ds pendant dt dans le sens positif. Donc comme d'habitude, si le fluide traverse vraiment dans le sens positif, delta M indice ds est positif. Si la masse de fluide traverse dans l'autre sens, delta M ds est négatif. Voilà, c'est une grandeur algébrique. Et j'appellerai delta VDS, le volume de fluide qui traverse ds pendant dt dans le sens positif. On va faire les deux en même temps. Alors pour exprimer la masse de fluide qui traverse ds pendant dt dans le sens positif, je vais utiliser un champ vectoriel qu'on va noter J, sauf que là ce sera J indice M, pas JQ ou pas JN, et ce sera le vecteur densité de flux de masse. Voilà, donc on va utiliser un champ vectoriel qu'on appelle J indice M, M pour masse, hein, vecteur densité de flux de masse en kilogrammes mètre moins 2 secondes moins 1. Donc JM, c'est la masse qui, par unité de surface, par unité de temps, passe au point M à la date T. C'est un vecteur qui vous indique
par sa direction le déplacement de la masse de fluide, par son sens le sens de déplacement, et qui a une dimension, une homogénéité, qui est le kilogramme mètre moins 2 secondes moins 1, et on l'appelle vecteur densité de flux de masse, ou vecteur courant de masse. Pour exprimer rigoureusement le delta MdS, la masse de fluide traversant ds pendant dt dans le sens positif, on va donc utiliser un produit scalaire, JM scalaire ds. Si le produit scalaire est positif, la delta m est positif. Si le produit scalaire est négatif, delta m est négatif. Et ce vecteur JM, c'est tout simplement mu, le champ des masses volumiques, fois V, le champ des vitesses. Donc JM, c'est des kilogrammes mètre moins 2 secondes moins 1. Mu, c'est des kilogrammes mètre moins 3. V, des mètres secondes moins 1. C'est bien homogène, évidemment. Donc le vecteur densité de flux de masse qui permet de décrire rigoureusement un déplacement de masse de fluide dans un écoulement, c'est tout simplement la masse volumique fois la vitesse. Donc le champ des masses volumiques fois le champ des vitesses. Donc, en m à la date t, c'est la masse volumique de la goutte qui passe en m à la date t fois la vitesse de la goutte qui passe en m à la date t. Pour le volume, on va avoir une surprise. Le volume qui traverse ds pendant dt dans le sens positif, ce serait un vecteur j-vol, vecteur densité de flux de volume. Bon, il n'existe pas ce vecteur j-vol, vecteur densité de flux de volume. Alors pourquoi? Parce que c'est le champ des vitesses. Voilà. C'est directement le champ des vitesses. Donc le vecteur densité de flux de volume, qu'on aurait appelé j-vol si vous voulez, c'est en fait le champ des vitesses directement. Voilà, c'est pas la peine de tourner autour du pot, c'est le champ des vitesses. Et pour accéder au volume qui traverse ds pendant dt, c'est v scalaire ds dt. Alors vous allez voir, c'est cohérent puisque le volume c'est en mètres cubes. Le vecteur j-vol, ce serait donc des mètres cubes, mètre moins 2, seconde moins 1. Ce serait donc un volume par unité de surface par unité de temps. Vous pouvez regarder, c'est bien des mètres par seconde. Donc c'est le champ des vitesses directement. Autrement dit, pour calculer la masse de fluide qui traverse une surface ds, ou le volume de fluide qui traverse une surface ds dans un sens conventionnel choisi, on utilisera donc un produit scalaire avec un vecteur densité de flux. Le vecteur densité de flux de masse, c'est Jm, mu fois v. Le vecteur densité de flux de volume, en fait, c'est le champ des vitesses. Alors la suite, vous la connaissez. Si je veux la masse totale traversant toute la surface S, donc en kilogrammes, c'est l'intégrale double, c'est la somme continue. Je vous rappelle que dans un écoulement de fluide qu'on décrit macroscopiquement à l'œil nu, on considère que la répartition de matière est continue, donc ce sont des petites gouttes qui s'agglutinent et qui se touchent les unes par rapport aux autres, donc il n'y a pas de vide entre elles. Au niveau microscopique, il y a du vide entre les molécules, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous. Nous, on s'intéresse à une description à l'échelle macroscopique, donc une répartition continue de matière, bien sûr, dans un écoulement de fluide. Donc on fait des sommes continues, donc des intégrales, quand on a besoin, par exemple, de calculer une masse. Donc l'intégrale double sur la surface S de Jm scalaire ds, le tout fois dt, puisque la surface S, on a dit qu'elle était fixe. Et on en profite donc pour définir le flux de masse, ou débit de masse, alors qui s'appelle le débit massique, grand dm, st dt. Pareil, pour exprimer le volume qui traverse toute la surface S en mètres cubes, ça va être l'intégrale double, donc le flux du vecteur densité de flux de volume, donc du champ des vitesses, v scalaire ds. Et on en profitera pour définir grand dv, le débit volumique, qui traverse la surface S à la date t, fois dt. D'accord? Donc, en effet, le débit massique en kilogrammes par seconde, le flux de masse, si vous préférez, débit massique, flux de masse, c'est synonyme, c'est donc la masse divisée par le temps, delta m sur dt, donc c'est la masse qui par unité de temps traverse la surface S à la date t, et c'est tout simplement le flux, mathématiquement parlant, du vecteur Jm. Donc l'intégrale double sur S de Jm scalaire ds. La même chose pour le débit volumique, en mètres cubes seconde moins 1, donc le volume qui traverse la surface S par unité de temps, donc delta V sur dt, c'est le flux du champ des vitesses. Débit volumique ou aussi flux de volume, c'est synonyme. Vous avez compris que le débit massique et le débit volumique vont jouer un rôle analogue au flux thermique, au flux de particules ou à l'intensité électrique. Ce sont des flux. Voilà, ce sera tout pour le petit a, c'est-à-dire tous les outils, donc les outils de description, les champs des vitesses, champ des masses volumiques, la notion de ligne de courant, ligne de champ du champ des vitesses, la notion de tube de courant, tube de champ du champ des vitesses. Ensuite, on a défini le vecteur Jm, vecteur densité de flux de masse. On a défini le débit massique, le débit volumique, et le vecteur densité de flux de volume, on a vu que c'était tout simplement le champ des vitesses directement. Alors on va donc pouvoir maintenant démontrer une équation que vous connaissez bien maintenant, puisqu'on l'a vu dans différentes situations, une équation locale de conservation, mais ici de la masse. On a vu l'équation locale de conservation de l'énergie pour les transferts thermiques. On a vu l'équation locale de conservation du nombre de particules microscopiques quand on s'est intéressé au transport des particules microscopiques. Là, on va voir l'équation locale de conservation de la masse.
Alors attention, hein, la masse, c'est pas quelque chose qui se conserve de manière universelle, hein. Donc, mais en mécanique des fluides, on va considérer qu'il y a toujours conservation de la masse. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de phénomène d'antimatière, de phénomène nucléaire, donc on n'utilisera pas la relation E égale mc2, hein, c'est-à-dire que la masse peut se transformer en énergie ou l'énergie peut se transformer en masse. Donc il n'y aura pas généralement de terme source. Donc en mécanique des fluides, dans tout ce chapitre, la masse va se conserver. Attention, on sait que c'est pas vrai de manière universelle, hein. Il peut y avoir dans les réactions nucléaires, dans les réactions d'antimatière, vous avez par exemple un positron et un électron qui s'annihilent pour donner deux photons. Donc il y a de la masse entre guillemets qui disparaît, mais l'énergie totale, elle, bien sûr, se conserve par la relation E égale mc2. Donc nous, en mécanique des fluides, pas tout ça, hein. Conservation de la masse, et il n'y aura jamais de terme source. Donc on ne fera jamais apparaître spontanément de masse, et on ne fera jamais disparaître spontanément de masse, puisqu'on ne va pas prendre en compte, on ne va pas étudier en mécanique des fluides cette année les phénomènes d'antimatière au nucléaire. Ça veut dire que dans un référentiel, je vais m'intéresser à une patate de volume V fixe, et cette patate, c'est un volume donc qui peut être fictif, hein. Et dans cette patate, il y a un écoulement de fluide. Donc il y a du fluide qui s'écoule. Donc c'est une patate que j'imagine dans une rivière, par exemple. J'appelle sigma sa surface fermée fixe. Et cette surface fermée, bien sûr, elle est traversée par tout un tas de vecteurs JM qui caractérisent le déplacement de fluide. Ça peut être un peu dans tous les sens, incliné. Enfin, on est vraiment dans une situation générale. J'appelle d taux et m sa position, un petit élément de volume de l'ordre du micromètre cube. M est fixe dans le référentiel. J'appelle ds un petit élément de surface, p sa position, le vecteur ds, le vecteur sortant. Je ne l'ai pas noté, mais vous avez compris que c'était le vecteur sortant. Et sur cette patate, donc sur ce volume V qui n'est pas forcément matérialisé, je vais faire un bilan de masse sur le volume V entre T et T plus dt. On a fait des bilans d'énergie, c'était le premier principe. On a fait des bilans de particules. Là, on va faire un bilan de masse. On va donc considérer que la masse de fluide dans le volume V à T plus dt, moins la masse de fluide dans le volume V à la date T, c'est égal à la masse qui traverse la surface sigma pendant dt. Et il n'y a pas de terme source, il n'y en aura jamais en mécanique des fluides pour la masse. Voilà. Cette masse qui traverse sigma pendant dt, delta m sigma, pour le système patate, le volume V, elle est négative si cette masse sort, c'est-à-dire que la masse de V va diminuer, elle est plus petite à t plus dt qu'à la date t, donc ça va être négatif. Par contre, delta m sigma va être positif pour le système patate si la masse de fluide rentre dans le volume par la surface sigma. À ce moment-là, la masse V à t plus dt est plus grande que la masse de V à t, donc ce terme-là est bien positif. Donc ce terme est algébrique, delta m sigma, et je répète, il est négatif lorsque de la masse de fluide sort, traverse sigma en sortant globalement, et il est positif si de la masse de fluide rentre en traversant sigma. Alors pour exprimer, oui je l'avais écrit ici, alors pour exprimer la masse de fluide dans la patate à t plus dt, on va faire l'intégrale triple sur tout le volume de mu d taux. Mu c'est la masse volumique, en m à t plus dt fois d taux, et je fais la somme continue, donc l'intégrale triple pour tous les petits éléments de volume d taux de la patate. La même chose à la date t, et pour exprimer donc la masse de fluide qui traverse sigma, je vais utiliser le débit massique traversant sigma à la date t, mais sortant. C'est le choix que j'ai fait. Donc ce débit massique il est positif si la masse sort. Donc je suis obligé de mettre un signe moins, parce qu'à ce moment-là, delta m sigma est compté négativement si de la masse de fluide sort de la patate en traversant sigma, puisque la masse de fluide dans la patate va donc diminuer. Ce débit massique il est négatif si en réalité de la masse de fluide rentre. À ce moment-là, effectivement, il y a bien un signe moins. Moins, ça fait quelque chose de positif. Et si du fluide rentre, j'ai bien ce terme-là qui est positif, la masse de fluide qui augmente entre T, T plus et T dans la patate. Vous savez pourquoi on est obligé de définir les flux sortants, hein, c'est pour le théorème de Green-Ostrogradski qui va suivre. Le débit massique, donc le signe moins, je ne l'ai pas oublié, le dt, je ne l'ai pas oublié, et le débit massique, on vient de le voir, hein, c'est le flux du vecteur JM, donc en P, en point P quelconque de la surface sigma, on met un rond puisque la surface est fermée. Et on peut donc utiliser le théorème de Green-Ostrogradski puisqu'on a bien pris le flux sortant, donc l'intégrale triple de div de JM. Et cette fois-ci, on passe en un point M à la date t fois d2. On rassemble tout sous la même intégrale. On dit que ce résultat est égal à 0 quelle que soit la taille de la patate. Ça peut être très grand, très petit, n'importe quelle forme. Donc on admet en physique que ça doit être vrai, quel que soit m, quel que soit t, ce terme-là. Donc la dérivée de mu par rapport au temps, plus div de jm égale 0. Et là, vous reconnaissez, pour la troisième fois, une structure d'équation locale.
donc de traduction locale en un point m de l'espace à une date t d'une conservation. Donc équation locale de conservation de la masse, car on a fait l'hypothèse en mécanique des fluides que la masse allait se conserver, qu'il n'y aurait pas de terme source. L'équation locale de conservation de l'énergie sur les transferts thermiques, on avait vu qu'il y avait un terme source dans le cas général. L'équation locale de conservation du nombre de particules microscopiques, il y avait aussi un terme source dans le cas général. Pour l'équation locale de conservation de la masse, il n'y aura jamais de terme source cette année, jamais. Donc l'équation locale prend cette forme-là. On a toujours la dérivée partielle par rapport au temps du champ scalaire et la divergence du champ vectoriel, systématiquement. Alors, maintenant qu'on a démontré cette équation locale de conservation de la masse, donc la traduction mathématique locale en un point m, et c'est valable pour tout point m, toute date t dans l'espace de la conservation de la masse, on peut maintenant expliquer le rôle que joue l'opérateur divergence. Donc le gradient, on avait expliqué, hein, mais la divergence, on n'avait pas expliqué. Maintenant, on peut expliquer. Et effectivement, cet opérateur divergence, il a été utilisé la première fois en mécanique des fluides. Alors si on regarde div de Jm, c'est donc égal à moins dmu sur dt. Si je prends une bulle de masse m, donc cette bulle, elle a une masse m, c'est un système fermé, donc sa masse, elle est fixée, elle ne changera pas, hein, puisqu'il y a conservation de la masse. Par contre, sa masse volumique, c'est la masse sur le volume. Bien. Alors si jamais dmu sur dt est positif, ça veut dire que la masse volumique augmente. Donc le volume diminue, puisque la masse est une constante. Donc ça veut dire que si le volume diminue, la bulle, elle implose. On dit qu'elle converge, et regardez, que vaut div de Jm dans ce cas-là, si dmu sur dt est positif, il est négatif. Donc la divergence du vecteur Jm est négative si la bulle implose. Au contraire, si dmu sur dt est négatif, si la masse volumique diminue, avec la masse qui est constante, c'est que le volume, il augmente. Si le volume augmente, c'est que la bulle, elle explose. Donc div de Jm est positif. On dit que la bulle diverge. Voilà d'où vient le nom de l'opérateur divergence. Donc l'opérateur divergence est un opérateur qui agit sur un champ vectoriel et qui, en mécanique des fluides, va caractériser le taux de variation du volume des bulles de gaz ou des gouttes de fluide. Donc la divergence de Jm, elle est positive quand la bulle explose, diverge, c'est négatif quand la bulle implose, converge. Alors on l'a pas appelé convergence, l'opérateur, on l'a appelé, parce que conv, ça ne faisait pas très joli, non, je sais pas en fait. On l'a appelé divergence. Et voilà d'où ça vient. L'opérateur divergence permet donc de caractériser les taux de variation de volume des bulles en mécanique des fluides. Alors après, bien sûr, cet opérateur, le mathématique, hein, on l'a utilisé dans d'autres domaines. Hein. On l'a utilisé pour les transferts thermiques, les déplacements de particules. On l'utilisera énormément en électromagnétisme, mais on gardera à l'esprit que historiquement, il a été utilisé pour la première fois en mécanique des fluides et qui permet d'avoir une indication sur le taux de variation donc d'un volume. Divergence, parce que le volume de la goutte explose. Bien. Alors maintenant qu'on a cet outil quantitatif, mathématique, qui est l'équation locale de conservation de la masse, eh bien, il nous reste à aborder ses applications. Alors on va revenir sur la notion d'un écoulement stationnaire. Donc un écoulement stationnaire, c'est un écoulement dans lequel il n'y a aucune dépendance temporelle des champs. Donc tous les champs qu'on a vus ne dépendent pas du temps. Champ des vitesses, champ des masses volumiques, vecteur densité flux de masse, voilà, tout ça, ça ne peut pas dépendre du temps. Mais alors attention, un écoulement stationnaire, c'est pas du tout un écoulement figé, c'est pas du tout de la statique des fluides. Alors moi j'aime bien vous donner l'exemple d'une cascade stationnaire. Donc vous êtes en montagne et vous regardez une cascade. Et elle est tellement jolie cette cascade que vous la regardez toute la journée. Et toute la journée, vous observez la même chose. Alors ça veut dire que toutes les gouttes qui vont arriver ici en haut de la cascade, et ce ne seront jamais les mêmes évidemment, elles auront toujours la même vitesse V1. Et toutes les gouttes qui arrivent en bas de la cascade, elles auront toujours la même vitesse V2. Évidemment, V2 sera plus grand que V1, donc les gouttes, elles vont accélérer, puisque grâce à la gravité, leur vitesse va augmenter quand elles vont chuter, descendre la cascade. Mais globalement, à une date T, si vous prenez une photo de la cascade à une date T, vous allez pouvoir accéder donc à la vitesse, enfin, aux lignes de champ que j'ai dessinées ici sommairement. Et si vous prenez une photo, je sais pas, 3 heures plus tard, eh ben vous aurez exactement la même cartographie. Pourtant, les gouttes accélèrent. Donc attention, un écoulement stationnaire, ça ne veut pas dire que les gouttes ont une vitesse qui ne bouge pas. Les gouttes, elles peuvent accélérer. Par contre, le champ des vitesses, c'est-à-dire que la vitesse de toutes les gouttes en un point m fixe de l'espace, ça ne changera jamais au cours du temps. Donc le champ des vitesses à cet endroit-là, en haut de la cascade, il ne change pas au cours du temps. Le champ des vitesses en bas de la cascade, il ne change pas au cours du temps. Donc l'écoulement est stationnaire, car le champ des vitesses est indépendant du temps. Par contre, si je prends une goutte, elle, sa vitesse peut changer. Sa vitesse peut augmenter. Donc attention à la notion d'écoulement stationnaire. Hein. Ça veut dire que les champs
champ des vitesses, champ des masses volumiques, eh bien, sont constants, indépendants du temps. Ça ne veut pas dire que les gouttes ont toujours la même vitesse. On n'a jamais dit ça. Bien, alors, en écoulement stationnaire, le champ des masses volumiques, comme tous les champs, ne peut pas dépendre du temps, donc div de JM égale 0. Alors ça, mathématiquement, c'est très puissant, on va beaucoup l'utiliser toute l'année, notamment en électromagnétisme aussi. J'ai la divergence d'un vecteur qui vaut 0, quel que soit m dans l'espace. Alors bien sûr, là, c'est pas vrai tout le temps pour le vecteur JM, c'est vrai uniquement en stationnaire. Eh bien, ça porte un nom, on dit que JM est un vecteur à flux conservatif. Un vecteur à flux conservatif, c'est un vecteur dont la divergence est toujours nulle, quel que soit m dans l'espace. Et ce vecteur peut dépendre du point m. On n'a jamais dit que ce vecteur était uniforme. Alors c'est vrai pour le vecteur JM, mais uniquement stationnaire. Alors ce que vous allez retenir et qu'on va démontrer ici, c'est que ce vecteur JM, s'il est à flux conservatif, il respecte deux propriétés très intéressantes et qu'on retrouvera systématiquement pour tous les vecteurs à flux conservatif. Propriété numéro 1, dans un référentiel, j'utilise une patate fixe, la surface fixe, etc. Et je m'intéresse à l'intégrale triple de div de JM sur tout le volume. D'après le théorème de Green-Saudratsky, qui est valable dans les deux sens, donc ça réciproque, ça veut dire que le flux de JM à travers sigma est égal à 0 aussi. Donc le débit massique est égal à 0. Une première propriété hyper importante pour un vecteur à flux conservatif, c'est que son flux à travers une surface fermée fixe quelconque, j'ai pris une patate quelconque, son flux est forcément nul. Donc ici, ça s'appelle le débit massique, le flux de JM. Donc le débit massique à travers sigma, une surface fermée fixe quelconque, est forcément nul si le vecteur JM est à flux conservatif. Alors derrière, il y a la loi des nœuds. Alors si vous prenez un nœud de canalisation, donc là un tuyau deux tuyaux qui se rejoignent en un seul tuyau par exemple, là vous avez ce qu'on appelle un nœud de canalisation. Vous l'entourez par une surface fermée fixe quelconque, et vous avez le droit de dire que le débit massique total à travers sigma, il vaut 0, dans le sens rentrant ou sortant, comme vous voulez. Donc là si on prend le sens sortant, ça veut dire que vous avez dm3 moins dm1 moins dm2 égale 0. Donc dm3 égale dm1 plus dm2. Évidemment, ça fait penser à la loi des nœuds. Alors, sauf que c'est la loi des nœuds pour le débit massique. Donc, première propriété qu'on peut vous demander de démontrer dans cette situation-là, mais on va la voir en électricité, évidemment, la loi des nœuds aussi, et dans d'autres domaines. On peut donc appliquer la loi des nœuds. Première propriété. Deuxième propriété intéressante, dans un référentiel, je vais m'intéresser encore une fois à une surface fermée fixe, mais que je vais fabriquer, constituée à partir d'un tube de champ fixe. Donc je prends un tube de champ quelconque, donc tube de champ, ça veut dire que toute la surface latérale est tapissée par des lignes de champ, et je vais fermer ce tube de champ par une surface S1 à l'entrée, une surface S2 à la sortie. Donc j'appelle ds1 le vecteur surface, j'ai oublié la flèche ici de S1, ds2 le vecteur surface de S2, et dslat le vecteur surface de la surface latérale. Et j'ai orienté ds1 et ds2 donc dans le sens de déplacement du fluide. Alors puisque j'ai une surface fermée, S1 union la surface latérale union S2 c'est bien une surface fermée, je sais que le débit massique sortant, total, il est forcément nul. Donc dm à travers S2, moins dm à travers S1, puisque j'ai orienté S1 dans le sens rentrant et pas sortant, donc j'ai mis un signe moins, plus le débit massique à travers la surface latérale, ça vaut forcément 0. Mais le débit massique à travers la surface latérale, il est forcément nul, car en chaque point de la surface latérale, le champ des vitesses, il est tangent, puisque la surface latérale est constituée de lignes de champ, du champ des vitesses, de lignes de courant. Donc le produit scalaire dslat scalaire v vaut 0 partout sur la surface latérale. Donc le débit massique à travers la surface latérale vaut 0. Autrement dit, il n'y a aucune masse qui traverse la surface latérale d'un tube de champ, évidemment. C'est comme ça qu'il est défini. J'en déduis donc que dm_s1 égale dm_s2. Donc il y a conservation du débit massique à travers S1 et S2, même si S1 et S2 sont évidemment totalement différentes. Donc on essaiera d'apprendre par cœur cette propriété sous cette forme-là complète, il faut qu'il ne manque rien. Il y a conservation du débit massique à travers toutes les sections d'un même tube de champ fixe. Conservation du débit massique à travers toutes les sections d'un même tube de champ fixe. Donc le débit massique, c'est le même à travers S1, c'est le même à travers S2. Et j'aurais pu prendre une surface S3 ici ou S4 ici, c'est pareil. Et ça, c'est une propriété essentielle parce que le vecteur JM est à flux conservatif. Donc son flux, le débit massique, il est nul à travers une surface fermée fixe quelconque, propriété numéro 1. Il se conserve à travers toutes les sections d'un même tube de champ fixe, propriété numéro 2. Alors bien sûr, un exemple hyper important, c'est une canalisation. Un tuyau, une canalisation d'eau, c'est un tube de champ. Ça veut dire qu'effectivement,
c'est tapissé par des lignes de champ. Les gouttes, elles vont glisser sur la canalisation qui est solide, qui est imperméable, hein. Et si jamais vous avez une diminution de la section du tuyau, vous savez bien que la vitesse, elle augmente. Vous avez tout joué avec les tuyaux d'arrosage. Quand vous pincez le tuyau d'arrosage, les gouttes d'eau vont beaucoup plus vite et elles peuvent se déplacer beaucoup plus loin. Donc S1 V1, S2 V2, mu V1 S1, donc le débit massique à l'entrée, égale mu V2 S2, c'est la même masse volumique, donc vous avez bien sûr V2 plus grand que V1. Très important ça comme propriété. Bien. Et enfin, pour terminer donc le cours de ce matin, il nous reste à aborder le cas d'un écoulement homogène et incompressible. Alors on a déjà expliqué qu'un écoulement homogène et incompressible, ça veut dire que la masse volumique, le champ des masses volumiques, c'est la même chose, quel que soit M, quel que soit T, c'est une constante nulle. Alors pour nous, ce sera systématiquement vrai pour des écoulements d'eau liquide ou de liquide en général. Pour les écoulements de gaz, alors ce sera vrai pour les écoulements d'air si le dénivelé n'est pas trop important, donc la pression varie peu, donc considérer que la masse volumique de l'air ne varie pas, et si la vitesse du fluide ne dépasse pas la vitesse du son, donc si l'écoulement reste subsonique. Ça, on pourra l'expliquer un petit peu plus tard. Donc, dans ces cas-là, la dérivée de mu par rapport au temps est égale à 0, puisque mu est une constante. Jm, c'est mu dv, on peut sortir le mu de l'intégrale, et là, on constate que fondamentalement, c'est div de v qui vaut 0. Donc pour un écoulement homogène et incompressible, donc pas forcément stationnaire, hein, j'ai laissé le temps en indice, c'est pas la divergence de Jm qui va être égale à 0, oui c'est vrai, elle est égale à 0, mais c'est mieux que ça, c'est la divergence de V qui va être égale à 0. Donc à ce moment-là, c'est V, le champ des vitesses, qui devient un vecteur à flux conservatif. Donc le champ des vitesses est un vecteur à flux conservatif, pas tout le temps, j'ai jamais dit ça, uniquement si l'écoulement est homogène et incompressible. Et vous laissez le temps, car on n'a pas dit que l'écoulement devait être aussi stationnaire. Alors, je ne vous cache pas que dans quasiment toutes les situations que vous rencontrerez cette année, les écoulements seront stationnaires et homogènes et incompressibles. Donc, en fait, vous aurez les deux propriétés. Ce sera à vous de choisir laquelle est la plus intéressante. Mais dans quelques cas particuliers, on verra que l'écoulement il sera stationnaire et pas incompressible. Ou alors incompressible et pas stationnaire. Donc, c'est important de bien séparer les deux propriétés. Donc, pour un écoulement homogène et incompressible, c'est la divergence du champ des vitesses, qu'on prendra égal à 0, et on pourra donc considérer que le champ des vitesses devient un vecteur à flux conservatif, comme le vecteur Jm pour un écoulement stationnaire. Donc mathématiquement, j'ai les deux mêmes propriétés. C'est-à-dire que dans un référentiel, si je prends une patate fixe et une surface fermée fixe qui l'entoure, eh bien le flux du champ des vitesses, puisque c'est un vecteur à flux conservatif, il vaut forcément 0. Et ça s'appelle le débit volumique. Donc dans un écoulement homogène et incompressible, pas forcément stationnaire, le débit volumique à travers une surface fermée fixe quelconque sigma, à une date t quelconque, vaut 0. Alors il pourra changer ce débit volumique au cours du temps. Pardon, je dis des bêtises. Il ne pourra pas changer, il vaudra toujours 0, quel que soit t. Et vous pouvez le définir à n'importe quelle date t. La loi des nœuds. Alors là c'est pareil, si j'utilise un réseau de canalisation avec un nœud de canalisation, et si là je m'intéresse au débit volumique et pas au débit massique, eh bien on pourra appliquer donc la loi des nœuds. Alors c'est là que je vais revenir sur ce que je voulais dire. On pourra appliquer la loi des nœuds à une date t. Donc on pourra dire que le débit volumique V1 à une date t, c'est égal au débit volumique V2 à la même date t, plus le débit volumique V3 à la même date t. C'est la loi des nœuds pour le débit volumique. Par contre, au cours du temps, le débit volumique dV1, dV2 et dV3 pourront changer. Mais la loi des nœuds s'appliquera toujours. Le débit volumique total à travers sigma sera nul quel que soit t, mais le débit volumique V1 il pourra changer au cours du temps. dV2, dV3 aussi, mais on aura toujours cette relation quel que soit t. C'est la loi des nœuds pour le débit volumique, pour les écoulements homogènes incompressibles, pas forcément stationnaires, donc on peut l'utiliser à n'importe quelle date t, cette loi des nœuds pour le débit volumique. Donc ça c'est pareil, très important en pratique. Et la deuxième propriété, eh bien on fabrique une surface fermée avec un tube de champ, une surface S1 et une surface S2, les orientations même chose que tout à l'heure, le tube de champ il est fixe bien sûr. Et là, c'est pas le débit massique qui se conserve à travers toutes les sections, c'est le débit volumique, et c'est à chaque date t. Donc le débit volumique à travers S1 à la date t sera forcément le même à travers S2 à la même date t. Si évidemment l'écoulement est en plus stationnaire, on pourra supprimer la dépendance temporelle. Mais a priori, dans le cas général, cette propriété est vraie, même si l'écoulement n'est pas stationnaire. On dira donc qu'il y a conservation du débit volumique à la date t, à travers toutes les sections d'un même tube de courant fixe.
Alors, il me reste à vous parler, bien sûr, de l'application très importante de cette dernière propriété pour la lecture, l'analyse des cartographies de lignes de champ. Donc, quand on a affaire à un écoulement incompressible homogène, donc on a vu que c'était le cas toujours pour l'eau liquide, ça allait être très souvent le cas pour l'air, à condition bien sûr de ne pas avoir un dénivelé trop important, une différence d'altitude pas trop importante, et des vitesses bien sûr en dessous de la vitesse du son, eh bien on accède à des cartographies. Donc, par exemple, on va s'intéresser à cette cartographie ici. Et là, on va regarder ce qui se passe en suivant deux mêmes lignes de courant. Donc, vous prenez deux lignes de champ et vous les suivez. Et en les suivant, vous regardez si elles se resserrent ou si elles s'écartent. Par exemple, sur le schéma qui est au-dessus, là, si on suit les deux lignes de champ, on voit qu'elles s'écartent ici. Si on suit deux lignes de champ, ici, on voit qu'elles se resserrent ici. Alors, si on regarde ça au niveau d'un profil d'aile d'avion, bah, c'est pareil, là, par exemple, ici, on voit, si on prend deux lignes de champ, on voit qu'elles se resserrent et ensuite elles s'écartent. Bien, donc, sur des cartographies de lignes de champ, quand on prend deux mêmes lignes de champ et qu'on les suit, on constate en effet que des fois elles se resserrent, des fois elles s'écartent, par contre des fois la distance reste constante entre les deux. Alors quand on est dans un écoulement homogène et incompressible, donc toujours pour de l'eau liquide et presque toujours pour de l'air, notamment autour d'une aile d'avion, mais un avion est bien sûr pas le Rafale qui dépasse pas la vitesse du son, eh bien on pourra donc considérer qu'il y a conservation du débit volumique, alors en deux dimensions, hein, c'est-à-dire que là c'est la vitesse fois la longueur, fois l'écartement qui va se conserver, hein, puisque là vous êtes en deux dimensions sur une cartographie. Donc on utilise la conservation du débit volumique. Donc on en déduira donc que le produit VAHA c'est le même VBHB. Et puisque HB est plus petit que HA, ça veut dire que VB est plus grand que VA. Donc lorsque les lignes de champ se resserrent, on dit qu'il y a accélération du fluide. Et on peut donner le taux d'accélération, hein. Là, par exemple, on constate que HB, c'est à peu près un quart de HA. Donc VB, c'est à peu près 4 fois VA. Donc on va pouvoir avoir des informations très importantes sur l'accélération et le taux d'accélération. Donc est-ce que la vitesse elle est multipliée par 2, par 3, par 4, par 10, hein. Donc on va avoir des indications de ce type-là. Alors évidemment, si les lignes de champ s'écartent, eh bien là, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il y a une décélération. Et là aussi, on peut avoir accès au taux de décélération en faisant le rapport de l'écartement en B par rapport à l'écartement en A. Donc lorsque les lignes de champ s'écartent, c'est que l'écoulement, enfin c'est que le fluide décélère, donc les gouttes de fluide ont une vitesse plus faible. Et lorsque l'écartement reste constant, c'est que la vitesse ne change pas. Donc la vitesse ne change pas. Alors ça, on peut le voir, par exemple, si on est relativement loin de l'aile d'avion, ici on voit bien que les lignes de champ, eh bien l'écartement reste à peu près le même, donc là on dira que la vitesse de l'air ne change pas. Par contre là on a des variations pour la vitesse de l'air. Autour de l'obstacle cylindrique, donc là on a un écartement qui change pas trop, et là ça se resserre, donc là on voit que la vitesse dans l'écoulement augmente. On a un écartement qui est environ 2 ou 3 fois plus petit, donc on a une augmentation de 2 à 3 fois de la vitesse, puis ensuite à nouveau ça s'écarte, donc à nouveau ça décélère, et on retrouve ici le même écartement qu'ici, c'est-à-dire que la vitesse qu'on avait ici pour le fluide, on va la retrouver ici. Donc vous voilà avec un outil très important d'analyse qualitative en ordre de grandeur sur des cartographies de lignes de champ pour un écoulement. Vous allez pouvoir dire si à cet endroit-là le fluide accélère, décélère ou si la vitesse ne change pas. Et enfin, j'oublie pas bien sûr la condition limite, bon, assez évidente, mais ça fait pas de mal de le préciser. Quand dans un référentiel vous avez un obstacle solide fixe, donc imperméable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être traversé par le fluide, évidemment, on l'a dit tout à l'heure pour les canalisations, les lignes de champ, elles vont surfer, glisser dessus. Ce qui veut dire que V scalaire ds vaudra forcément 0. Donc le débit volumique à travers la surface d'un obstacle solide imperméable vaut forcément 0 dans un référentiel où l'obstacle est fixe. On en déduira donc comme condition limite évidemment que la vitesse du fluide elle est tangente à l'obstacle. Exemple, canalisation fixe imperméable, qui est forcément un tube de champ. Donc les lignes de champ sont tangentes aux obstacles fixes et imperméables. Elles glissent dessus, elles sortent dessus si vous voulez. Voilà, donc ce sera tout pour ce cours de cinématique. Donc le cours suivant, vendredi, on fera le début de la dynamique des fluides, c'est-à-dire qu'on s'intéressera aux actions de contact, aux forces, aux actions dans un écoulement de fluide.
Pour le TD de cet après-midi, donc, vous aurez aussi une vidéo avec la fin du TD numéro 8 sur les phénomènes de transport de particules. Et pour ceux qui avaient call avec moi ce soir, ils ont normalement reçu un mail avec une invitation Zoom, hein, donc soyez vigilants, hein, suivez bien les mails que je vous envoie sur vos adresses perso, hein. Donc suivez bien les mails, et puis si vous avez des questions sur le cours, sur les problèmes de call en Zoom, etc., bah, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai si vous avez des soucis de connexion, etc.